C'est un mythe, une légende juive vieille de plusieurs siècles. Une créature façonnée à partir de glaise, de poussière ou de terre, amenée à la vie par l'homme. Son rôle ? Aider, accompagner et surtout protéger son créateur. Mais dès lors qu'elle commence à découvrir son moi véritable, elle devient complètement incontrôlable. Au fil de l'histoire, son apparence a évolué. Et à l'ère des robots, le légendaire super-héros pourrait bien devenir réalité. Le golem. Pour ma génération, le golem est immortalisé par le personnage du film de Paul Wegener. Un être massif et puissant, venu de la fin du Moyen-Âge. Un concentré de force inébranlable. Le golem compte comme l'un des plus gros succès du cinéma muet allemand et marque encore aujourd'hui l'image de cette créature légendaire. L'histoire, dont s'inspire le réalisateur Paul Wegener, qui interprète aussi le rôle titre, se déroule à Prague. Le secret du golem repose toujours, dit-on, derrière la porte de la synagogue Vieille Nouvelle. L'ancien ghetto juif, non loin de la Vltava, à la fin du XVIe siècle. La communauté juive de Prague bénéficie un temps de la protection de l'empereur Rodolphe II de Habsbourg et connaît un âge d'or de courte durée. Mais le mal ne dort jamais. Une rumeur antisémite se répand. Les Juifs de Prague tueraient des enfants chrétiens et prélèveraient leur sang pour leur rituel. L'expulsion est imminente. La situation semble désespérée. La communauté se tourne vers le seul homme susceptible de trouver une solution. Le grand rabbin Yehuda Lev, ou Rabbi Lev. Ce haut dignitaire est un érudit, grand connaisseur de la Kabbale, la tradition mystique du judaïsme. Aujourd'hui encore, sa tombe est vénérée dans le vieux cimetière juif de Prague. Rabbi Lev, qu'on appelle en hébreu le Maharal, aurait créé le premier un golem pour défendre les Juifs. Le rabbin se rend au bord de la Vltava, ou la Moldau, avec deux de ses disciples et façonne une figurine dans la glaise. Puis, avec ses élèves, il effectue le rituel prescrit par les textes anciens. Il tourne autour de ce golem grossièrement façonné. Petit à petit, la créature se redresse, prend une couleur rougeâtre et s'illumine. Elle grandit de plus en plus. Et soudain, se met à respirer. Personne ne lui insuffle la vie à la façon de Dieu, mais elle finit par se mettre debout. Elle est immense. Comme ils ont pensé à tout, ils ont apporté des vêtements pour ce nouvel être humain. Et ils lui donnent un nom. Pas Golem, bien sûr, mais Joseph. Puis, ils lui disent ce qu'il doit faire. Dans un premier temps, il va s'installer gentiment dans la synagogue et attendre qu'on ait besoin de lui.
Je te rends grâce de m'avoir si merveilleusement façonné. Tes œuvres sont prodigieuses, mon âme le sait parfaitement. Mon être n'échappa point à tes regards quand je fus formé dans le mystère, dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais une masse informe, et sur ton livre se trouvaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés. Dans ce psaume, Adam rend grâce à Dieu. Le plus célèbre représentant du genre humain nous ramène lui aussi aux origines du mythe du golem. Le nom golem apparaît pour la première fois dans la Bible hébraïque. Adam remercie Dieu qu'il a vu dans la terre alors qu'il n'était qu'une masse informe. En hébreu, golmi raou enecha. Un golem n'est qu'un simple corps, inanimé et sans conscience. Selon la Bible, Adam est une créature de Dieu. Mais qu'en est-il du golem? Est-il en quelque sorte un frère? Comment prend-il vie? Dans la Bible hébraïque, Dieu crée Adam à partir d'une poignée de terre. Puis, il lui insuffle la vie. Le processus est exactement le même pour le golem. Il doit être créé à partir de la terre. C'est de là qu'il vient. La grande question est de savoir comment on lui donne la vie au juste. Y a-t-il des instructions, une formule à réciter? Le livre de la création, texte fondateur de la Kabbale, fournit quelques pistes. Il relate la création de l'univers par Dieu, essentiellement grâce au pouvoir des lettres de l'alphabet. Pour créer un golem, on n'a en fait besoin que d'une chose, la Torah. Mais il faut connaître les très nombreuses possibilités de combinaison des lettres présentées dans le texte sacré. Il y a des règles à suivre pour les associer, et on peut les exploiter afin de donner la vie à un golem. Cette connaissance est une science occulte. Je connais les tables de combinaison, mais elles ne suffisent pas à elles seules. Il existe aussi des instructions, mais n'importe qui ne réussit pas. Nous, les hommes, nous sommes des pécheurs, et en tant que tels, nous ne pouvons pas accomplir ou imiter un acte divin et créer un être à la façon de Dieu. Il existe pourtant une exception. La légende nous conduit en Rhénanie, à Worms, où vit au début du XIIe siècle une communauté hassidique ashkénaze. Ils étaient très pieux et pensaient sincèrement pouvoir faire le bien, accomplir la volonté de Dieu et réaliser tous ses commandements. C'est pourquoi ils réussissent là où d'autres ont échoué. Ce sont les premiers qui auraient mené à bien le rituel complet de création d'un golem, avec un certain succès. Un instant magique. Lors d'une cérémonie, la matière inerte s'anime. Du moins, si l'on en croit la légende. Certains écrits expliquent comment modeler une figure humaine à partir de la terre pure. Puis comment tourner autour d'elle, en récitant une séquence de lettres pour que la créature s'anime.
Le golem naît de la terre, puis disparaît à nouveau. Ces rituels sont une fin en soi. Les gens veulent simplement prouver qu'ils sont capables de donner la vie à une telle créature. Leur objectif principal était de comprendre comment Dieu avait créé l'univers. Mais ils ne cherchaient pas à lui faire concurrence. Et l'opération n'avait aucun but pratique. Il y a sans doute deux aspects dans cette volonté de créer un golem. D'abord, le désir de se rapprocher de Dieu, mais aussi celui de se mesurer à lui. Ces rituels reflètent aussi le souhait de l'homme de maîtriser la force créatrice. Les lettres sont à l'origine de tout. Je parle et il apparaît. Dans le récit biblique de la création, tout commence par le verbe et le souffle. Dans la légende originale, le golem porte le mot Emet écrit sur le front. Le rabbin sait que si sa créature devient incontrôlable, il peut effacer la première lettre, Aleph, et le golem est alors Met, mort. Le pouvoir des lettres. Emet signifie la vérité. Met désigne ce qui est sans vie. Mon golem est Met. Il ne contient plus que les lettres Mem et Taf. Si Rabbi Löw crée son golem avec de l'argile, l'artiste californien Joshua Abarbanel mise, lui, sur le bois. La création artistique comporte une dimension spirituelle, parce qu'elle permet de relier des choses qui n'ont pas encore d'existence physique, et de leur donner une matérialité. Il y a quelque chose de mystique dans ce processus. Avoir la puissance, l'énergie, la force pour amener à la vie un objet inerte et mort. C'est une forme de magie. Voilà pourquoi ce projet m'évoque le golem, plus encore que les autres, au vu du sujet. Le golem est aussi le symbole de mon propre mal-être dans la société contemporaine. Ce qui m'a frappé dès le départ, c'est la fonction de protection du golem. Un peuple, en vertu de sa religion, va réussir à exploiter des forces occultes, celles de la Kabbale, pour créer un être qui va le protéger alors qu'il est dans une situation désespérée. Une créature qui va le préserver des rumeurs et des persécutions. Le golem joue un rôle important dans les moments de crise, quand certains questionnements identitaires sont exacerbés, par exemple. Au début du XXe siècle, les Juifs d'Europe de l'Est subissent des pogroms sanglants. Le golem fait office de ciment pour la communauté et offre un rempart grâce à sa force. Cette dimension figure aussi dans le film de Paul Wegener. La créature joue un rôle dissuasif et permet aux rabbins de montrer à l'empereur catholique et à sa cour que le peuple juif n'est plus sans défense. Le rabbin Löw est amené à créer le golem
parce que l'empereur veut chasser les Juifs de Prague. Mais où est le golem, quand la menace n'est plus de l'ordre de l'expulsion, mais de l'extermination? Le sauveur n'apparaît pas pendant la Shoah, bien que son nom soit invoqué. Ô golem, réveille-toi, il est grand temps. Ils sont redevenus sauvages, ces gens. Et les bêtes dans leur cage hurlent à la mort. Ô golem, réveille-toi, et de ton pas lourd va mettre à bas les prisons dans chaque pays et chaque bourg. Abat l'un après l'autre les murs du palais où réside le mal. Et de ton saint sourire, délivre le pauvre peuple. C'est intéressant qu'il ne se manifeste pas dans un rôle de sauveur dans ce contexte. Comme si aucune instance interne aux Juifs n'était en mesure d'opposer quoi que ce soit à la menace qui pesait sur eux à l'époque. Il y a quelque chose qui ne peut pas mourir et qui traîne un peu partout dans ce quartier. La peur est au cœur de l'histoire du golem, la peur de l'incertain. C'est une créature qui ne parle pas, mais qui est dotée d'une force considérable. Elle n'est pas accessible intellectuellement. On ne peut pas négocier avec elle. En dehors de la culture juive, c'est au début du XXe siècle que le golem connaît un élan de popularité, avec le roman oppressant de Gustav Meyrink, publié en 1915. Le golem apparaît comme une créature plus anxiogène que rassurante. C'est la version la plus célèbre de la légende du golem. Les illustrations de Hugo Steiner Prague contribuent à son succès. Le golem imaginé par Hugo Steiner Prague a des traits asiatiques, avec des yeux bridés, mi-clos. On le perçoit tout de suite comme un personnage effrayant. À l'époque, cet être redoutable apparaît non seulement dans la littérature, mais aussi dans la peinture et le cinéma. Chez Paul Wegener, la création du golem mêle la magie noire et la mystique juive, rappelant le pacte de Faust avec le diable. Dans le film, la cérémonie fait clairement appel au surnaturel, mais peut-être aussi à des forces démoniaques. Le rabbin est aidé par des puissances occultes qui n'ont plus rien à voir avec les lettres. Cette scène reflète l'ambivalence du film, qui est teintée d'antisémitisme, mais comporte aussi des moments plus légers et fantastiques. C'est une petite fille chrétienne qui finit par neutraliser le golem grâce à son innocence d'enfant. De nos jours, ceux qui utilisent la figure du golem font plus ou moins abstraction de la légende juive. Il est plutôt associé à l'horreur et à la prémonition. C'est d'ailleurs le cas d'un des personnages cultes du cinéma de ces dernières années. Harry Potter. The boy who lived. Come to die. Entre Voldemort et le modèle de Steiner Prague, la filiation est évidente.
Il est très intéressant de voir que Voldemort reprend certaines caractéristiques du golem. Ça influence le regard qu'on porte sur le personnage, même quand on ignore tout du golem et des illustrations de Hugo Steiner Prague. Le golem est partout. Parce que le pouvoir et le contrôle, la peur de l'inconnu et de l'avenir sont des thèmes universels. La force du mythe a produit beaucoup de chefs-d'œuvre et généré ses propres légendes dans la plupart des domaines artistiques, comme la peinture, la littérature, le cinéma et la musique. Cette histoire a toujours fait partie de la culture populaire. Le grand public américain ne connaît pas forcément le film, par exemple, mais identifie sans problème la référence. Ce golem-ci sort tout droit du film de Paul Wegener. Avec leur outrance habituelle, les Simpsons passent la légende du golem à la moulinette américaine. Le moment où le golem ouvre les yeux est une scène d'apparition du monstre très classique dans le cinéma. On sait qu'on a affaire à un monstre. Ses yeux qui fixent directement le spectateur marquent déjà l'affirmation de sa subjectivité. Ce regard devient aussi une référence pour un genre tout entier, le film d'horreur. Au-delà de son apparence extérieure qui inspire d'autres artistes, le golem pose aussi une question essentielle. Un être créé de toutes pièces peut-il avoir une âme? Fritz Lang cherche la réponse dès 1927 dans Metropolis. Quand ce robot très esthétique façonné à l'image de Maria apparaît pour la première fois, tout le monde dit « elle est comme un humain à tout point de vue, mais elle ne peut pas avoir une âme ». Plus tard dans le film, elle reçoit une âme et elle prend vie grâce à la magie. Tous ces thèmes sont présents dans Metropolis de Fritz Lang. On peut voir ce film comme une variante de la légende du golem, même si le cyborg n'est pas désigné par ce terme. Les appellations fluctuent. Golem, cyborg, répliquant. Chacun de ces êtres part en quête de son identité profonde, comme dans le mythique Blade Runner de Ridley Scott. La représentation la plus fascinante, selon moi, est celle que l'on trouve dans le roman de l'auteur de science-fiction américain Philip K. Dick et l'adaptation qui en a été faite, Blade Runner. Il a imaginé des êtres qui ne savent pas eux-mêmes s'ils sont des hommes ou des robots. Le personnage principal passe tout le film à douter. Qui suis-je? Un humain? Un robot? Et si je suis un robot, pourquoi j'ai des sentiments? D'où je viens? You think I'm a replicant, don't you? Look. It's me with my mother. Yeah. Le mythe originel du golem, dans lequel l'homme perd tout contrôle sur les créatures qu'il a façonnées, se retrouve désormais dans les séries télévisées. La série Real Humans joue sur la menace que représentent les Hubots. Mais, et c'est là tout l'intérêt, ils ne s'imposent pas du jour au lendemain par les armes et la violence, sans quoi il y aurait une opposition massive. Ils s'y prennent d'une façon plus insidieuse et subtile. Vilken sorts kaffe vill du ha?
Dricker du kaffe? Vilken sorts kaffe vill du ha? Vanligt kaffe, svart tack. Då trycker du här, här, här. Varsågod. Känns så bra att du klarar av någonting. À l'ère du numérique, le golem devient un avatar, un alter ego de l'humain. Je pense à ce très bon film, Clone. On s'achète un clone, un robot, dans un magasin, on se glisse dedans et on devient une autre personne. Ça fonctionne très bien. Quand on a essayé la réalité virtuelle en 3D, on sait qu'on se sent happé au bout de quelques minutes à peine. Human surrogates combine the durability of a machine with the grace and beauty of the human body. With most people living their lives through their surrogate selves, our world has become a safer place. Take a seat in your STEM chair. Au XVIIIe siècle, Johann Wolfgang von Goethe s'inspirait déjà de la légende du golem pour son poème « L'apprenti sorcier ». Enfin, il s'est donc absenté, le vieux maître sorcier. Et maintenant, c'est à moi aussi de commander à ces esprits. Debout sur deux jambes, une tête en haut, cours vite et te dépêche de m'aller chercher de l'eau. Comme chaque cuve s'enfle, comme chaque vase s'emplit jusqu'au bord. Maître, le péril est grand. Les esprits que j'ai évoqués, je ne peux plus m'en débarrasser. Dans la plupart des récits, le golem est un personnage créé pour accomplir des tâches domestiques, comme une sorte d'auxiliaire de l'homme. On lui demande d'aller chercher de l'eau, et il soulève carrément tout le puits, parce qu'il ne maîtrise pas sa force. Ou il doit rapporter du bois pour le feu, et il revient avec un arbre entier, racines comprises. Le film de Wegener montre aussi très bien cet aspect-là. Le golem n'est tout simplement pas assez intelligent pour être réellement utile. Ces personnages vont toujours tout droit à la catastrophe. Il n'y a pas si longtemps, en Israël, les enfants et les adolescents utilisaient le mot golem pour traiter quelqu'un d'idiot. Tu es un crétin. Tu es un golem. Dans le film, le golem se met à tout détruire. Il attaque les hommes et il ravage le ghetto. Point d'orgue du film, le golem finit par s'en prendre au peuple qu'il devait protéger. C'est bien sûr le scénario extrême qui se produit quand on libère une créature, quand une création prend son autonomie. Comme l'apprenti sorcier, l'homme a eu les yeux plus gros que le ventre et a trop sollicité le golem, qui se retourne alors contre son maître. Le golem de Rabbi Löw, lui aussi, se soustrait à son créateur. On ne peut pas façonner à sa guise un être comme ça. Dès lors qu'il se construit sa propre conscience par imitation, il échappe entièrement à notre contrôle. Le golem commence à découvrir qui il est et à se poser des questions sur sa propre identité. Il se demande par exemple, est-ce que je suis juif ? Sachant qu'il faut 10 hommes pour fonder une synagogue, est-ce que je peux en faire partie? Est-ce que j'ai des pulsions sexuelles? Est-ce que je peux aimer une femme? Dans le film de 1920,
le golem enlève la fille du rabbin et se retrouve submergé par des émotions qui lui étaient jusqu'alors inconnues. Plus le golem s'humanise, plus son potentiel destructeur augmente. On sent que ça peut très mal finir. En définitive, ce saccage final est la rançon de nos péchés. Parce qu'on a voulu en quelque sorte égaler Dieu. C'est aussi un avertissement. Si tu fais apparaître une de ces créatures, voilà ce qui t'attend. Les spéculations concernant la dernière demeure du golem de Prague sont presque aussi nombreuses que celles qui entourent sa création. À la fin, Rabbi Löw veut que le golem redevienne poussière, selon les récits que nous connaissons. Il l'emmène dans le grenier de la synagogue et lui dit « Allonge-toi et ferme les yeux ». Puis, avec ses deux disciples, il reproduit le rituel de création, mais à rebours. Le golem rétrécit peu à peu et finit par tomber en poussière. Puis le rabbin recouvre ses restes de rouleaux de la Torah et de quelques linges qu'il a sous la main. On raconte que cette poussière se trouve aujourd'hui encore sur le sol du grenier. La synagogue devient ainsi un lieu mythique où subsisterait encore quelque chose de la puissance du golem. Bien sûr, je suis allé à Prague et j'aurais bien voulu visiter ce grenier, mais je n'ai pas pu y monter. La communauté juive en restreint fortement l'accès. J'ai entendu dire qu'une ou deux personnes avaient eu le droit d'y aller, mais pas moi. Au début des années 1980, des chercheurs tchèques obtiennent l'autorisation d'étudier le mystérieux grenier. Armés d'un équipement à la pointe de la technologie, ils se mettent en chasse des restes du golem, mais ne trouvent rien de concluant. Peu importe où reposent les restes supposés de la créature d'argile. Avec la révolution numérique, il devient possible de créer de nouveaux êtres de toutes pièces. Nul ne sait ce qui se trame dans les recoins obscurs de l'esprit humain. À l'Institut Weizmann, en Israël, le grand spécialiste de la mystique juive, Gershom Scholem, a très tôt établi le lien entre golem et intelligence artificielle. Vu la place qu'occupe le golem dans la mystique juive, Gershom Scholem a également étudié ce mythe et ses prolongements modernes. L'ancien golem était basé sur la combinaison mystique des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Le nouveau golem est basé sur un système plus simple. Il n'est plus question ici que des nombres 0 et 1. Les vieux kabbalistes éprouveraient aujourd'hui une certaine satisfaction s'ils pouvaient avoir connaissance de cette simplification. Gershom Scholem propose ainsi de baptiser Golem, l'un des premiers ordinateurs conçus en Israël. C'était une plaisanterie, bien sûr. Mais c'était aussi une tentative d'établir un lien entre les travaux de la science contemporaine et les légendes et traditions d'autrefois.
En se faisant robot, le golem accroît ses capacités. D'homme à tout faire, il pourrait devenir, pourquoi pas, amant artificiel. Avec la science d'aujourd'hui, il devient de plus en plus envisageable de créer des golems. La méthode n'a plus rien à voir, mais en substance, on a toujours affaire à un processus de création. La Silicon Valley, en Californie, symbolise le mieux le progrès technologique fulgurant. Chaque jour, les créateurs y arrivent par quart entier. Ce qui se passe dans la Silicon Valley est passionnant. Les entreprises ont beaucoup d'argent, elles font appel aux meilleurs professionnels du monde entier et leur offrent des postes fantastiques. Sur place, il règne une atmosphère de créativité incroyable. Personne ne veut en partir. On y mange très bien, il y a des bars ouverts tard dans la nuit, de quoi se divertir. On y retrouve beaucoup de jeunes très intéressants qui travaillent sur des projets innovants. Normalement, seul un rabbin peut créer un golem. Donc seul un petit groupe de personnes peut posséder cette arme, si l'on considère que c'en est une. C'est à la fois un moyen de défense et de dissuasion. Le cas des robots est un peu différent, puisque tout un chacun peut en construire un. Les robots d'aujourd'hui ne servent plus seulement à nous décharger des corvées domestiques ou à nous protéger. Ils deviennent des membres de la famille à part entière et semblent parfaitement socialisés. Introducing Jibo, the world's first family robot. Say hi, Jibo. Hi, Jibo. Jibo helps everyone out throughout their day. He's the world's best cameraman. He's a hands-free helper. You can talk to him, and he'll talk to you back, so you don't have to skip a beat. Excuse me, Anne? Yes, Jibo. Melissa just sent a reminder that she's picking you up in half an hour to go grocery shopping. Thanks, Jibo. Les gouvernements et les grands groupes présentent les robots comme un moteur incontournable de l'économie. Ils encouragent leur développement en insistant sur toutes les tâches que pourraient accomplir ces machines, garde d'enfants, missions de police et usages militaires. Boston Dynamics est une entreprise spécialisée dans la technologie civile et militaire. Elle a mis au point Big Dog, un robot quadrupède qui sert au déminage et au sauvetage de blessés. Il y a les géants du secteur. Ils dépensent des fortunes pour des vidéos extraordinaires. Samsung's intelligent surveillance and security system, with the capability of detecting and tracking as well as suppression, is designed to replace human-oriented guards, overcoming their limitations. The system can be installed not only on national borders, but also in critical locations, such as airports, power plants, oil storage bases, and military bases. Les militaires ont une conception de la technologie très influencée par la science-fiction. Ils pensent que les robots pourraient remplacer les vrais soldats. Selon eux, ces nouveaux soldats auraient un comportement plus éthique que les humains, parce qu'ils ne chercheraient pas la vengeance, ils ne violeraient pas et ils ne se mettraient jamais en colère. C'est aussi Boston Dynamics qui a conçu Atlas, un androïde d'un genre nouveau. Contrairement à son ancêtre de glaise, il semble parfaitement maîtriser sa force et son caractère. Il ne répond pas aux provocations et ne perd jamais de vue son objectif. L'homme serait-il parvenu à canaliser le golem d'aujourd'hui ? Le développement effréné de la robotique pose problème parce que le secteur n'est pas réglementé. Il n'y a pas de politique nationale en la matière et aucun effort n'est fait pour y remédier, ce qui est inquiétant. À terme, l'homme et la machine sont-ils voués à fusionner ? Pour Raymond Kurzweil, directeur de l'ingénierie chez Google, le transhumanisme ouvre des perspectives infinies. We can create bodies with nanotechnology. We can create virtual bodies in virtual reality. The virtual reality will be as realistic as real reality. The virtual bodies will be as detailed and convincing as real bodies.
C'est l'idée selon laquelle on pourrait aujourd'hui créer des humains artificiels. Mais pourquoi faire? Pour avoir des pièces de rechange? Ou pour devenir des hommes supérieurs? Cette vision est au cœur du film de science-fiction que réalise actuellement Dominique Graff. Golem, le retour. Le golem est un personnage composite issu de la représentation d'un idéal. Comment pourrions-nous être? Quelle portion de notre capacité cérébrale utilisons-nous vraiment? De notre capacité morale? Il y a tout cela dans ce personnage. On voit bien qu'il faut affiner notre morale un peu simpliste qui consiste à dire « on n'a pas le droit de faire ça, le bon Dieu ne l'a pas prévu ». On est amené à être plus nuancé. D'accord, on n'a pas le droit, mais on va le faire quand même et on verra comment on se débrouillera. Un laboratoire de neurorobotique de Berlin a récemment mis au point le robot Muon. La différence majeure par rapport aux robots conçus par d'autres laboratoires de recherche, c'est que Muon a vocation à acquérir une certaine autonomie. Muon, look at me. I'm talking to you. Don't look away, okay? Don't be naughty. Muon, thank you. This is important. La capacité d'apprentissage et d'autodétermination de Muon est mise à l'épreuve sur la scène de l'Opéra Comique de Berlin. Le robot doit ici acquérir la plus humaine de toutes les facultés, celle de ressentir. D'où vient notre fascination pour ce robot qui n'arrive même pas à marcher tout seul? Les Japonais fabriquent des robots en silicone auxquels ils donnent des traits humains. Le professeur Ishiguro, une sommité dans le secteur, en a conçu un qui est exactement à son image. La série des robots Geminoid HI atteint un degré de ressemblance avec l'être humain jusqu'ici inégalé. Un androïde pareil en tout point à son créateur peut-il aussi s'approprier son être? Ishiguro a tendance à regarder par en dessous, et le robot reproduit ça très bien. Mais contrairement à Muon, la finalité n'est pas l'étude de l'autonomie, c'est de la téléprésence, un avatar. Quand on étudie les robots qui ressemblent à des humains à s'y méprendre, on découvre un effet singulier appelé la vallée de l'étrange. Plus ils deviennent réels, plus ils en deviennent effrayants, et l'homme finit par ne plus pouvoir distinguer le robot de l'humain. Muon n'appartient pas à cette catégorie de robots. Tel un enfant, il accumule des expériences et les relie entre elles. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment il peut résoudre un conflit interne. Le fait de le voir regarder dans une direction, rester immobile, puis tourner la tête ailleurs, est déjà stupéfiant pour nous. On parle parfois de la capacité de perception des machines. Mais en réalité, c'est une caméra qui détecte une forme et un éclairage, et la machine traite cette information pour la classifier. Selon notre hypothèse de travail, le comportement intelligent naît de l'interaction de toute une série de systèmes partiels qui font émerger le phénomène de l'intelligence, et peut-être aussi celui de la conscience. En matière d'intelligence artificielle et de robotique, quand on parle de conscience, on est totalement dans le flou. On ignore complètement ce qu'est la conscience. Si le robot peut se référer à des événements qui appartiennent à son passé, se demander ce qu'il est, alors il peut acquérir quelque chose qui s'apparente à une personnalité élémentaire. C'est une étape qui est tout à fait accessible.
Muon acquiert les mouvements par imitation. Si on considère que les processus émotionnels reposent sur le fonctionnement des synapses et sur des phénomènes chimiques internes au cerveau, mais qu'ils peuvent aussi s'apprendre par imitation, alors ça devient très intéressant. Muon? Est-ce qu'un robot pourrait faire preuve de compassion envers un humain, vivre en humain? Selon certains philosophes, il devrait être considéré comme un patient moral, ce qui suppose qu'il puisse éprouver la souffrance. Est-ce qu'il s'agit d'une copie de conscience empruntée à l'homme? Ou est-ce que les capacités cérébrales du robot, qui sont d'ores et déjà sans aucun doute supérieures aux nôtres, ouvrent la possibilité d'une conscience d'un nouveau genre? Une conscience qui aurait une conception du moi plus étendue que la nôtre, par exemple, et une plus grande capacité d'abstraction, qui serait moins centrée sur elle-même et sur sa propre perception, qui pourrait avoir des pensées plus nombreuses et plus complexes que nous. Dans ce cas, dans le contexte de la robotique, la notion même de conscience va sans doute évoluer. Intelligence et conscience ne seraient-elles guère plus qu'un code binaire? Et si le golem reflétait simplement la très haute opinion que l'homme a de lui-même? Selon moi, les concepteurs de robots sont beaucoup plus ambitieux que tous ceux qui ont eu affaire au golem. Ils veulent réellement changer le monde. Créer une intelligence artificielle et imiter Dieu, vraiment. À l'heure où les machines sont capables d'apprendre, l'intelligence artificielle suscite des craintes d'un genre nouveau. La menace ne vient plus d'une créature unique, mais de l'ensemble de notre monde connecté. Je ne crois pas à une prise de pouvoir par les robots. Nous sommes trop dominateurs et narcissiques pour cela. Nous garderons toujours suffisamment de recul pour l'éviter. Mais il y aura peut-être des gens qui auront des rapports sexuels avec des androïdes. Et d'autres qui trouveront plus simple d'ouvrir leur cœur à des robots et de confier leurs secrets les plus intimes à une machine abstraite plutôt qu'à leurs semblables. Je pense que les phénomènes de ce genre s'imposeront. La robotique peut conquérir le monde, mais pas par la peur, comme on se l'imagine. C'est nous qui provoquerons cette prise de pouvoir, car c'est nous qui contrôlons le processus. Tout dépend du degré de contrôle que nous sommes prêts à céder. Les systèmes complexes sont animés par une dynamique propre. Toutes ces innovations, encore à l'étude aujourd'hui, feront immanquablement partie intégrante de nos vies futures, avec un revers de taille. Ces mêmes outils passeront au crible nos comportements et nos fréquentations de la manière la plus éhontée. Nous devenons de plus en plus artificiels, parce qu'on n'arrête pas de formater les nouveaux comportements des milliards d'habitants de notre planète. Plus nous nous livrons aux grands groupes, et plus nous souhaiterions désespérément nous en remettre à une vie artificielle, providentielle, qui opposerait plus de résistance que nous à cette évolution. Car de toute évidence, nous ne sommes plus de taille pour faire face à ces attaques qui déferlent sur nous en permanence depuis l'invention du réseau. C'est pourquoi, des siècles après le rabbin Loew, nous aspirons toujours à la force supérieure du golem. En réalité, le sentiment d'être protégé ne peut pas venir du golem, mais de nous-mêmes. Quand nous aurons atteint un certain niveau de contrôle sur nous-mêmes, au lieu de vouloir externaliser le processus, je me sentirai bien plus en sécurité, bien moins menacé.
Ce personnage dont on rêve, qu'on espère parvenir à créer un jour, a encore quelque chose d'une idole. Et il en sait plus que nous-mêmes à notre sujet.